Chers amis téléspectateurs de TVDRT, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, il arrive de venir, que tu viennes en France, cher ami, je te tutoie, David Lépée, cher David Lépée, collaborateur maintenant depuis presque une dizaine d'années de notre, un peu plus d'une dizaine d'années d'éléments. Patrick Luzinski, notre directeur artistique, et Christophe Lafosse, Christophe-André Maxime. Oui, oui, très bien. Bonjour à tous. Bien connu de nos services, de nos téléspectateurs. Alors, je vous présente déjà le dernier numéro d'éléments, très chargé comme d'habitude, avec un entretien avec Bernard Lugan et un dossier, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, un dossier sur l'état de droit. Alors j'aimerais citer quand même le début de l'article de notre ami Thibault Mercier, que certains d'entre vous connaissent, Thibault Mercier qui anime notamment le cercle Droit et Liberté. Il fait un très beau travail, on le connaît depuis à l'époque du Covid notamment, où il avait bataillé contre le Conseil d'État et contre les différentes lois ou pseudo-lois qui passaient à l'époque, et différentes lois liberticides. Et alors il écrit ceci: « Derrière l'offensive de Trump, c'est l'état de droit qui est en jeu, dit François Hollande. L'Arcom est victime d'une attaque en règle contre tout ce qui s'appelle l'état de droit, dit Christophe Barbier. La Hongrie ne fait toujours aucun progrès en matière d'état de droit. Ce que fait Retailleau est contraire à l'état de droit. » Alors c'est vrai, on peut penser que cet appel à l'état de droit est aujourd'hui une manière, au fond, de faire taire les gens et d'empêcher en fait toute critique, que ce soit de l'immigration ou d'une certaine politique. On pense évidemment à la politique sanitaire telle qu'elle a été menée à l'époque du Covid. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui venez de Suisse? Quel est votre regard? On sait que la Suisse a plutôt une tradition non pas libertaire, mais respectueuse de la démocratie, d'une liberté concrète et réelle. Théorie, c'est vrai que l'état de droit, c'est devenu un totem, un petit peu sur le même modèle que les droits de l'homme, dans la mesure où on se demande si ça désigne une légitimité, au sens de la légalité de l'application du droit, ou si ça désigne encore plus de valeurs discutables, mais qui seraient figées dans le marbre. C'est tout le débat aussi autour des droits de l'homme, en disant finalement, c'est comme le mot de société civile, ou même simplement démocratie. Est-ce que la démocratie est un ensemble de valeurs qu'il faudrait appliquer même contre éventuellement la volonté du peuple, ou alors est-ce que c'est justement la légitimation populaire d'une décision par le dégagement arithmétique d'une majorité? L'état de droit pose les mêmes problèmes dans l'application du droit, surtout on associe justement l'état de droit au fonctionnement démocratique de l'État, à une gouvernance démocratique. Or, une démocratie qui se limiterait à élire des représentants et non pas à voter des lois, n'en serait pas vraiment une, au sens où on l'entend habituellement en théorie politique, en tout cas depuis les Grecs. Et la France est l'exemple parfait d'une démocratie élective, ce qui est une contradiction dans les termes. La Suisse, malgré tous ses défauts, elle n'en est pas exempt, mais en tout cas, en théorie, pallie à ce défaut-là, à ce dévoiement-là de l'état de droit, dans la mesure où un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre de nos lois sont votées par le souverain, que ce soit par un processus référendaire, une initiative populaire quand il s'agit de proposer une loi, un référendum quand il s'agit de s'y opposer, et ce, au moins au niveau fédéral et cantonal, avec un certain nombre de signatures qui peut varier. Alors, j'en fais pas l'éloge absolu, c'est-à-dire que j'ai tendance, quand je viens ici en France, à défendre ce modèle-là parce que je le pense plus démocratique que le vôtre, et je sais qu'on est sous la pression de l'Union européenne qui voudrait bien que nous en départissions pour pouvoir adhérer et rentrer prendre notre place dans le radeau de la Méduse. À l'intérieur, ensuite, j'ai tendance à être un peu plus critique parce qu'on pourrait faire beaucoup plus. C'est le côté, disons, mon rapport, on va dire, révolutionnaire conservateur à la démocratie suisse. Très bien. Il y a quelques années, Pierre Rosanvallon avait écrit un livre qui s'appelait L'après-démocratie, où il définissait, enfin, c'est pas l'après-démocratie, la démocratie contre elle-même, je crois, pardon, je me suis trompé de titre. Et Pierre Rosanvallon disait, au fond, il opposait à une démocratie populiste, qui serait simplement la participation des citoyens, la démocratie valeur. Évidemment, Rosanvallon expliquait, c'était d'ailleurs, il avait écrit ce livre au moment je crois, quelques années après les premiers succès de la droite nationale en Autriche, il disait à cette démocratie populiste, qu'il parlait de démocratie populiste d'ailleurs avec un certain mépris, il faut opposer la démocratie valeur. Et la démocratie valeur, les droits de l'homme, doivent s'imposer. Est-ce qu'au fond, cet appel à l'état de droit n'est pas une arme idéologique? Oui, c'est remplacer le droit, c'est remplacer le politique. En fait, l'état de droit, c'est quoi? C'est considérer qu'il y a un moment, on a le droit de voter, mais on doit voter dans un cadre bien limité,
qui s'appelle l'état de droit. Et dans ce cas-là, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui le RN, on lui oppose à chaque fois qu'il propose dans son programme soit la préférence nationale, etc., on lui dit ça ne va pas dans un état de droit. Donc vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'on limite le politique mais qui limite? C'est-à-dire ce sont des juges. Et c'est ça tout le problème, c'est que le juge n'est pas élu en France. On pourrait dire aux États-Unis, par exemple, le shérif, le juge est élu. Mais en France, il n'est pas élu. Et donc ces gens-là vont décider de la politique à mener dans un côté restreint, dont le Conseil constitutionnel, à chaque fois, va rétoquer, etc. Et c'est en fait ce problème-là, c'est qu'on remplace le politique par la loi. Tout simplement. Donc forcément, vous êtes limité dans ce cas-là. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que c'est un thème, je pense qu'à Éléments, on avait consacré un certain nombre d'articles, il y a déjà plusieurs années, à la gouvernance, à l'idée de gouvernance. La gouvernance comme instance antipolitique, justement. Est-ce que vous pensez qu'il y a, et ça je m'adresse à chacun de nos invités, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de dérive autoritaire des démocraties occidentales ? J'y pense puisque Marine Tondelier récemment nous a expliqué qu'au vu de la situation internationale, le RN, jugeant que le RN était proche des démocraties libérales, il fallait, elle remettait ça sur la table, penser à son interdiction, voire à son contrôle. Est-ce que vous craignez cette évolution autoritaire? C'est un sujet qu'on a déjà traité. Je pense que c'est à craindre. Et c'est là où l'état de droit se retourne contre lui-même ou contre ce qu'il est censé être. Le cas du RN est assez symptomatique parce qu'on peut sans doute lui reprocher beaucoup de choses, mais dire qu'il est contraire à l'état de droit, c'est lui faire un bien mauvais procès parce que c'est justement, à ma connaissance, un des partis qui a le plus souvent proposé des réformes à la Suisse, c'est-à-dire allant dans le sens, par exemple, du référendum populaire. Donc je comprends que ses adversaires puissent le trouver trop démocrate. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas l'accuser du contraire. Évidemment, la référence aux démocraties, enfin aux régimes illibéraux de l'Est en fait un épouvantail parfait, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est. Moi-même, je ne suis pas entièrement convaincu par ce syntagme. J'ai toujours pas compris la différence entre illibéralisme et le fameux oxymore, on va dire national-libéral, mais voilà, ça, tout le monde n'est pas d'accord. Mais le risque est bien présent, et le prétexte d'interdire quelque chose sous prétexte d'être contraire à la République, outre le fait que rien ne prétexte une telle interdiction, c'est d'autant plus grave quand ça s'adresse à des gens à qui on ne peut pas reprocher d'être anti-républicains. Dernière question peut-être sur le dossier. Quelles sont les solutions? Parce qu'il y a un problème aussi, cet état de droit, cette idéologie de l'état de droit plus exactement, est portée par un certain nombre évidemment d'élites politiques, mais aussi d'élites judiciaires, de juges qui sont en place. Ça me semble très difficile aujourd'hui de lutter contre ce pouvoir des juges. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Oui, je vais revenir juste dans le dossier de l'élément actuel. Il y a un article de l'avocat, je crois, Pierre Gentillet, qui est avocat, qui lance des pistes. Il parle clairement de la piste référendaire. L'article de Pierre Gentillet est passionnant, puisqu'il fait une espèce d'étymologie politique aussi sur l'état de droit, sur l'antagonisme paradoxalement anglo-saxon et allemand, où en fait le modèle anglo-saxon est plus prescripteur de liberté, et que paradoxalement le modèle allemand dont on se sentirait peut-être naturellement plus proche est assez rigide et enfermant. Donc un article passionnant à découvrir. Moi, l'état de droit, ça me fait toujours penser à ces formules vides qui sont littéralement des slogans publicitaires, mais comme la République, en fait, la République française avec un grand R, on a l'impression que l'état de droit... Je crois qu'originellement, l'état de droit, c'est tout simplement un état dans lequel il y a du droit. Et c'est un droit qui limite le pouvoir politique. Bon, alors, on assiste littéralement à une forme d'inversion et de coupure avec les bases populaires. Donc tout ça est assez... On a réellement une espèce d'inversion des choses. Et puis un état de droit qui n'est plus à la hauteur, et pour ça, ça me permet de faire pas une diversion, mais de passer à l'entretien. C'est d'ailleurs le deuxième entretien qu'il nous donne avec Jérôme Fourquet et Pierre Vermeyren. Évidemment, cette idéologie de l'état de droit, ou ce principe de l'état de droit, ne permet pas de régler un certain nombre de problèmes dramatiques qui se posent aujourd'hui à la France. Évidemment, le problème de l'invasion migratoire, mais aussi la désindustrialisation. Pierre Gentillet, d'ailleurs, dans son article, parle du fait que l'état de droit, aujourd'hui, empêche d'imaginer la possibilité de nationalisation stratégique, par exemple.
C'est une arme idéologique. Ce qui est une arme idéologique et une arme économique aussi, aux mains d'un certain nombre d'intérêts. Alors, c'est la deuxième fois que Jérôme Fourquet et Pierre Vermeyren dialoguent dans les colonnes de notre revue. L'entretien a été fait par notre ami Daoud Bouguezala et Thomas Hennetier, le rédacteur en chef de Crisis. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ces deux auteurs, ces deux politologues, évoquer un peu Pierre Vermeyren et Jérôme Fourquet? Jérôme Fourquet, tout le monde connaît Jérôme Fourquet, c'est vrai. Pierre Vermeyren, effectivement, on l'avait déjà interrogé il y a 6 ans. Il a fait un peu l'actualité en ce moment, Pierre Vermeyren, parce qu'il avait, c'est un universitaire et qui, les presses universitaires de France lui avaient commandé un livre. C'est une commande des PUF de son éditeur pour faire un livre qui devait encadrer l'idéologie wokisme. Et il avait fait appel à plusieurs universitaires pour travailler sur ce sujet-là. Le livre était fini, je crois qu'il était même imprimé. Et il a fallu que certains du Collège de France, dont notre grand historien, j'ai déjà oublié son nom, voilà, hurlent à la mort en disant que c'était un véritable scandale. Et le PUF a décidé d'annuler la sortie de ce livre. Donc Pierre Vermeyren se retrouve, il paraît qu'il a retrouvé une dizaine d'éditeurs qui est prêt à reprendre. On est dans le même sujet que l'état de droit, c'est-à-dire que, alors c'est pas un juge, là c'est le Collège de France qui a décidé de faire pression, et cette pression a fait que ce livre n'existe pas. Voilà. Pas, oui. Et donc Pierre Vermeyren fait un constat de la France qu'il avait déjà fait avec Jérôme Fourquet. Et qui est assez tragique d'ailleurs, quand on lit. Qui est assez tragique. C'est très noir, cet entretien. Voilà. Il est beaucoup plus pessimiste que Fourquet, et on en parle avec David. C'est vrai qu'on sort de l'entretien, ça part dans tous les sens. On se demande comment faire pour que cette France un jour résiste à ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils sont très très optimistes pour la suite. Fourquet conclut quand même en disant que la volonté politique peut encore jouer un rôle, et qu'on connaît les leviers d'action, et il suffit d'une volonté politique pour les actionner, notamment en termes de réindustrialisation. Jérôme Fourquet croit encore à la volonté politique et aux politiques, ce qui n'est pas le cas de Pierre Vermeyren. Toujours les solutions, et puis la France a connu des périodes tragiques où il faut peut-être se méfier du mythe de l'homme ou de la femme providentielle, mais c'est ce que semble dire Fourquet, c'est qu'on est arrivé à un tel degré de décomposition, de décalage, et de décalage aussi. Alors il dit, voilà, beaucoup de gens aujourd'hui, 20% de la population, dit-il, moi je pensais que c'était beaucoup moins, qui sont dans un déni absolu de la situation sécuritaire, de la situation dans les hôpitaux, du délabrement de notre éducation nationale. C'est assez terrible de voir que la France se dissout. D'ailleurs, j'aimerais m'arrêter sur le terme d'implosion. Pas une explosion, c'est une implosion. Est-ce qu'on peut différencier peut-être ce terme-là ? En fait, on a une autre question qu'on a envie de se poser. Qu'est-ce qui fait le commun aujourd'hui des Français ? Et c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de vivre ensemble ? Et ça, c'est une vaste question, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réponses positives en ce moment. Le commun des Français, c'est quoi aujourd'hui ? Mais comment faire Comme disait, je crois que Jérôme Fourquet, il disait, il y a les deux grands débats, c'est ceux qui pensent au grand réchauffement et les autres qui pensent au grand remplacement, qui est souvent lié. Oui. Et qui va être lié. Je pense qu'il faut se méfier de ces... C'est comme les oppositions dont on a beaucoup parlé dans nos colonnes, entre faut-il être pour la souveraineté ou l'identité. Pour moi, je me méfie beaucoup quand on se met à opposer deux impératifs absolument vitaux. Ce serait tombé dans un piège. Surtout que cette opposition-là ne recouvre pas cette espèce de lutte de classe dont on parlait. Je pense que les 20%, au fond, se fichent de l'un comme de l'autre. Et ces 20%-là, on parle de cette bourgeoisie qui a vraiment fait sécession. C'est parce que cette bourgeoisie fait sécession que le commun est devenu compliqué. Et tous les autres qui auraient envie, ou en tout cas intérêt à faire du commun, peuvent répondre par une sécession inverse, qui peut être, on avait aussi consacré un numéro à ça, qui peut être le fait comme on dit aux États-Unis, je ne contracte pas. Alors ça prend des formes démagogues un peu très bêtes, mais disons, il y a l'idée de dire, à partir du moment où on n'est plus du tout convaincu que du bon usage des impôts qu'on paye,
eh bien, on peut tomber dans un discours de rupture avec ça, et de rupture qui peut aller jusqu'à la rupture avec la communauté nationale. Dans les cas les plus extrêmes, on aura justement la retraite de type, je ne sais pas, survivaliste. Mais quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur cette sécession-là est réactive par rapport à l'abandon de la bourgeoisie dominante qui comme un capitaine sans principe, aurait quitté le bateau en premier. C'est ce qui délégitime toute notion d'élite, au passage. Question personnelle, ou en tout cas de témoignage. Quand vous avez lu l'article, est-ce que vous vous êtes reconnu dans le diagnostic ou le panorama que nous offre de la France actuelle, que nous offre Fourquet et Vermeyren? Est-ce qu'au contraire, vous le trouvez, non, ils sont trop pessimistes, ils exagèrent? Est-ce que vous avez le sentiment, et je me tourne vers toi particulièrement, David Lépée, quand tu viens en France, d'une société qui est en train de se défaire? Alors, évidemment, je ne veux pas m'y reconnaître, si ce n'est comme observateur. Mais oui, j'ai rien que, sans entrer dans les détails, des conversations que j'entendais dans le TGV en venant ce matin, de gens qui étaient complètement à contre-courant de ce qui pouvait se dégager électoralement et qui avaient pourtant l'impression d'incarner la normalité. Des choses où je me disais, mais ces gens vivent face à face après avoir vécu côte à côte, comme disait Gérard Collomb, et ne s'en rendent même pas compte. Non, je pense que de ce point de vue-là, c'est très inquiétant, surtout que ça s'inscrit aussi dans un contexte économique qui est international plus que national. Il y a aussi tout un pan de cet entretien où on nous explique que les Français supportent que leur salaire n'augmente pas, à condition qu'on puisse leur vendre des produits pas chers qui sont fabriqués ailleurs et qui sont de mauvaise qualité. Tout est interdépendant, et si on actionnait les choses dans l'autre sens, on pourrait remplacer le cercle vicieux par un cercle vertueux. Patrick? Oui, on est devenu un pays de purs consommateurs et on ne produit plus rien. Je discutais il n'y a pas si longtemps avec un ami dont sa fille est partie faire des études dentaires pour devenir dentiste. Elle est partie au Portugal, à Lisbonne exactement. Et à Lisbonne, en première année de dentaire, vous avez plus de 800 Français qui rentrent. Ah oui. Donc les premières et deuxième années sont bilingues, portugais et français. Et donc il y a nos propres enfants qui viennent, parce qu'il faut de l'argent pour aller faire ces études là-bas. Nos propres enfants font maintenant aujourd'hui leurs études ailleurs, parce qu'en France, on n'a plus les moyens de faire. Et quand je vous parle des dentaires, il m'a dit que c'était pareil pour les médecins et les vétérinaires. C'est-à-dire qu'on ne produit même plus notre propres élites. Nos élites vont à l'extérieur et parfois ne reviennent même plus. Et donc, un royaume du Portugal. Et je pense que voilà, on n'est plus que des consommateurs, on ne fait plus rien. La consommation, le jour où elle va s'arrêter, et c'est pour ça que aujourd'hui, il est très important pour les gouvernements qui sont en place de ne plus toucher à tout ce qui est retraite, pension, etc. Parce que là, c'est l'explosion qui aura lieu en France. Ouais. Ça sera la rupture, ouais. Écoutez, tout ça est formidablement optimiste et joyeux, cher Patrick. On va peut-être s'arrêter, je crois, parce qu'il y a un petit événement dans Éléments, c'est l'entretien que Gérard Leclerc a donné à Alain de Benoît. Oui, alors je m'y arrête un petit peu, parce que ça peut étonner un certain nombre de nos lecteurs, surtout ceux qui connaissent un peu le passé de la revue et les divergences, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il y a pu y avoir entre Gérard Leclerc et Alain de Benoît. C'est vous qui allez nous donner les réponses, parce que qui est Gérard Leclerc Gérard Leclerc, c'est une figure importante du royalisme français, quelqu'un qui a été très longtemps d'abord à l'Action française, dès les années 60, qui ensuite, à partir de l'événement de mai 68, a voulu, au fond, après notamment, on pense à son maître Pierre Boutan, essayer de rénover le royalisme, et particulièrement dans sa version maurassienne. Parce qu'il faut savoir aussi la situation du maurassisme après-guerre. Il y a eu toujours de très belles intelligences à l'Action française, mais il y avait aussi une part de l'Action française qui avait tendance à transformer la pensée de Maurras en une espèce d'académisme un peu sclérosé. Et face à l'événement, un certain nombre de gens, on peut penser à Gérard Leclerc, à François Marin-Fleutot, Bertrand Renouvin, d'autres que je ne vais pas tous citer, ont fait une dissidence à partir de 1971 qui s'appelait la Nouvelle Action française, en essayant de rénover la pensée maurassienne en la confrontant aussi aux grands enjeux de l'époque, et donc qui étaient les grands enjeux, l'écologie, le régionalisme, le gauchisme. Et Gérard Leclerc a accepté donc de donner cet entretien à Alain de Benoît à la faveur de la future réédition d'un autre Maurras qui, pour une génération de militants, a compté.
Et je crois que vous avez des questions à me poser parce que c'est surtout ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu un conflit entre Gérard Leclerc et Alain de Benoît à la fin des années 70. À la fin des années 70. C'est quoi? C'est une réconciliation qu'il y a sur le plan des idées? Non, il n'y a pas de réconciliation. Il y a une courtoisie et une amicale conversation entre les deux. Gérard Leclerc aussi a peut-être bougé par rapport, et puis la nouvelle droite aussi a changé par rapport à ce qu'elle a pu être à la fin des années 70. Il faut voir que la nouvelle droite, à la fin des années 70, était aussi une nouvelle droite très moderniste, très violemment antichrétienne, évidemment. À l'époque, Gérard Leclerc, ça ne pouvait pas trop lui convenir. Bien, qui est un homme très catholique, il faut préciser. Qui est un catholique, qui a été chroniqueur religieux pour le Quotidien de Paris à la grande époque de Philippe Tesson, etc. C'est aussi une manière aussi de rendre hommage parce que Gérard Leclerc a été, pour un certain nombre de militants, une sorte de maître, en quelque sorte, d'aîné, qui a apporté beaucoup de choses, y compris sa lecture de Bernanos, sa lecture de Boutan, son témoignage sur un certain nombre d'événements intellectuels qu'il a pu vivre depuis les années 60. Et il faut dire aussi que peut-être depuis la Manif pour tous, l'Action française, il y a eu toujours des creux et des vagues, si je peux dire, des creux et des sommets. Et l'Action française, le mouvement royaliste, depuis quelques années, a repris du poil de la bête, notamment intellectuellement, avec la fondation des éditions de Flore, des universités d'été qui réunissent plusieurs centaines de personnes, etc. Est-ce que c'est un retour parce que on connaît bien l'Action française, effectivement, a eu d'éminents intellectuels, mais qui sont souvent partis, fâchés. Gérard Leclerc revient vers l'Action française. Gérard Leclerc n'a jamais abandonné son militantisme politique. Mais disons, c'est vrai que au sein de la NAF, au sein de la Nouvelle Action française, il incarnait peut-être davantage que d'autres une fidélité maurassienne, une fidélité à l'œuvre de Maurras, davantage qu'un Bertrand Renouvin, qui lui a très clairement rompu avec Maurras, qui n'en parle quasiment plus, sinon de manière historique, et qui aujourd'hui est sur une ligne, on va dire, gaulo-monarchiste, matinée de souverainisme, souveraino-monarchisme. Moi, il se trouve que Renouvin, je l'ai croisé circa 2002, à l'époque de la campagne de Jean-Pierre Chevènement. Gérard Leclerc, lui, est en effet à garder plutôt cette ligne maurassienne. Alors évidemment, c'est un Maurras relu, révisé, dont il conteste un certain nombre d'éléments, renouvelés à la fois par d'autres influences, puisque si Gérard Leclerc est fidèle à son maître Maurras, il est aussi en dialogue permanent avec Simone Veil, avec Gustave Thibon, avec Bernanos, avec une certaine pensée chrétienne et personnaliste. Et il a nourri son maurassisme. Le maurassisme de Gérard Leclerc est un maurassisme dynamique. C'est vrai que Maurras disait la tradition est critique. La tradition dont se réclame Gérard Leclerc est une tradition critique. Il ne s'agit pas pour lui de maintenir cette tradition par habitude ou par routine. Peut-être la vraie dissidence, c'est que un Gérard Leclerc, comme beaucoup d'autres, vont être peut-être les premiers après-guerre à décider, c'est la question taboue, l'antisémitisme de Maurras. Alors oui, il y a une rupture. Ils vont y faire face. Oui. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'anciens qui ne voulaient... On ne parlait plus de ça, quoi. On ne parle plus de ça. Et évidemment, il y a la question Pétain aussi. Il y a une relecture peut-être de la Résistance. Je pense à François Marafleteau qui avait d'ailleurs donné, il y a quelques années, un entretien à Éléments. Une relecture montrant qu'en effet, une partie de la Résistance avait été d'origine royaliste et que... sous prétexte que Maurras avait plutôt, lui, fait le choix du maréchal, il ne fallait pas forcément garder cela dans l'héritage. Et en effet, Gérard Leclerc a non seulement rompu avec l'antisémitisme de Maurras, sujet auquel il faudrait consacrer énorme et plein d'ambiguïté et très complexe, mais en effet, il y a cela. Et au fond... Gérard Leclerc a écrit un beau livre aux éditions Alliées dans les années 70, animé par Jean Hederne, un beau livre sur Bernanos, avec Bernanos. Au fond, Gérard Leclerc va corriger Maurras par Bernanos, en quelque sorte. Mais tout en restant fidèle à Maurras. Et le fait qu'il réédite ce livre, un autre Maurras en témoigne. Je vais prendre votre place 2 minutes.
Christophe, vous avez Michel Droit. Michel Droit. Écoutez, on parlait de l'état. 1 minute 33 pour nous parler de Michel Droit. Si nous parlons de l'état de droit, moi je parle de l'état de Michel Droit, c'est pour fêter les 25 ans de sa mort. Michel Droit qui a été une figure, le porte-micro du gaullisme officiel, figure souvent moquée, un peu comique. Mais moi j'ai voulu parler déjà du très grand résistant, qui était vraiment, il est même retrouvé blessé au nid d'Aigle, grand journaliste, grand écrivain, grand aventurier, successeur de Kessel qu'il admirait à l'Académie française. Donc le Michel Droit qui a eu des maladresses, avec un côté un peu rigide et raide, qui notamment s'était pris, qui avait une polémique importante avec Serge Gainsbourg, où Gainsbourg, par le rire, l'avait un peu ridiculisé. Mais c'est une figure, Michel Droit, de très belle hauteur, une figure d'homme oublié qui n'existe plus. Voilà, donc c'est un romancier à redécouvrir, mais surtout un homme de portrait, relire son journal. Michel Droit, ce n'est pas seulement une mémoire un peu nostalgique et parfois un peu risible. Voilà, c'était un grand bonhomme. Qui a été souvent invité dans les colloques du Grèce. Et un homme fidèle qui a défendu beaucoup de choses. On n'a pas le con d'être droit, disait Gainsbourg. C'est Gainsbourg, voilà, qui mettait les rires dans sa poche, mais Droit, et qui est lui autant un authentique grand résistant, donc on ne peut pas le taxer de choses comme ça. Il a été maladroit et c'était un homme d'un autre temps. Voilà, donc un peu en noir et blanc. Mais en tout cas, merci de vous explorer un peu des zones méconnues de la littérature française. Et un académicien qui a eu un travail énorme, notamment ses discours de réception d'académie sont extraordinaires sur Kessel et d'autres gens. Donc c'est un homme à redécouvrir, Michel Droit. Et qui a soutenu Jean Edernalier avec Jean Dutour. On voit des images de Michel Droit participant à une émeute à l'époque où Tapie voulait réquisitionner, expulser Jean Edern de son appartement. Très drôle aussi, oui. Il nous reste encore 1 minute, mais la minute qui reste, c'est pour vous souhaiter tout le bonheur et surtout vous appeler à lire le dernier numéro d'Éléments que je remonte, le coup d'état des juges. Vous retrouverez aussi tous les articles, la chronique, évidemment, l'éditorial d'Alain de Benoît, les chroniques littéraires, les chroniques militaires de notre ami Bernard Lugan. Ah oui, merveilleux, évidemment, qui met un peu les points sur les i sur l'affaire algérienne, et une rencontre avec Douskouridja de notre ami corse, dont le nom m'échappe, je suis désolé, et c'est Olivier Battistini qui a fait une très belle rencontre, qui a été voir à Kussendorf Emir Kusturica. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Le mois prochain, vous retrouvez Patrick Luzinski pour cette année-là. Au revoir.